Bienvenue à tous pour un nouveau direct et une mise à jour sur ce qui se passe en Iran. Je suis très heureux et reconnaissant d'être rejoint aujourd'hui par deux excellents analystes et un ancien diplomate, l'ambassadeur Chas Freeman, ancien ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite et secrétaire adjoint à la Défense dans les années 1990. Bienvenue, ambassadeur Freeman. Nous sommes également rejoints par Michael Rossi de l'Université Rutgers, où il enseigne les sciences politiques. Messieurs, bienvenue. Merci, Pascal. Thank you, Pascal. Bon vous être avec toi, Pascal. Eh bien, merci d'avoir accepté de faire cela. Commençons peut-être avec vous, ambassadeur Freeman. Cette nouvelle guerre avec l'Iran n'a même pas encore un jour. Qu'en pensez-vous et qu'avez-vous appris au cours de la journée? Il est maintenant 20 heures sur la côte est des États-Unis et toute l'affaire a commencé vers 1 heure du matin ce samedi, heure locale pour vous. Oui, il est encore trop tôt pour vraiment comprendre ce qui se passe. C'est la première manche d'une guerre d'usure qui s'annonce clairement. Il y a, je pense, plusieurs points évidents à ce sujet qui ont été soulevés par l'armée américaine, apparemment sans convaincre, puisque le président a tout de même décidé d'agir. Premièrement, quel qu'en soit le résultat, cela épuisera considérablement les stocks américains d'armes et de munitions nécessaires à d'autres défis et affaiblira donc les États-Unis. Deuxièmement, nous voyons déjà la rupture des communications entre l'Est et l'Ouest. Le détroit d'Ormuz est fermé. Les compagnies d'assurance ne couvrent plus les navires qui y transitent, ce qui garantit qu'ils ne tenteront pas de briser le blocus. Les Houthis imposent de nouveau un blocus en mer Rouge, apparemment. Ainsi, à la fois le golfe Persique, via le détroit d'Ormuz, qui représente environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, et la mer Rouge, en tant que passage de l'Asie vers l'Europe par le canal de Suez, sont fermés. Troisièmement, bien sûr, la censure militaire est en vigueur en Israël, ce qui signifie qu'aucun reportage n'est autorisé sur les dégâts subis là-bas. Nous savons que lors de la soi-disant guerre de 12 jours de juin, environ 480 bâtiments ont été détruits en Israël. Un éditorial de Haaretz aujourd'hui en parle, bien qu'il ne mentionne pas ce chiffre, et de nombreux Israéliens sont encore sans abri à cause de cela. Et c'est reparti. Nous savons donc qu'il y a des dégâts dans de nombreuses villes d'Iran et qu'un missile apparemment mal ciblé à Minab dans le sud du pays a tué de nombreuses écolières. Nous avons vu des déclarations du président Trump, mais pas tout à fait du premier ministre Netanyahou, affirmant que le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, est mort. Netanyahou a dit qu'il y avait des indices laissant penser qu'il était mort, mais il ne l'a pas affirmé. Les Iraniens ont démenti et ont déclaré qu'il était toujours pleinement aux commandes. Il y a donc beaucoup de choses que nous ignorons encore. Nous aurons l'occasion d'en apprendre bien davantage dans les jours à venir. Et je pense qu'il est juste de dire qu'il y aura plusieurs conséquences durables, quoi qu'il arrive. La première chose, c'est que je ne pense pas que quiconque sera très enclin à négocier avec les États-Unis. C'est la deuxième fois que nous utilisons des négociations comme un leurre, un moyen de détourner l'attention tout en préparant une attaque. Et le fait est que quelqu'un d'indiscret, en Israël, a révélé que le moment de l'attaque, la date, avait été convenu le 29 décembre, déjà à Mar-a-Lago. Ces négociations, comme je le soupçonnais, ont été un exercice vide destiné à soutenir une frappe militaire surprise. Et cela rend un peu plus compréhensible pourquoi les Russes semblent perdre leur enthousiasme à traiter avec M. Witkoff et Kushner, qui ont, pour reprendre un terme du baseball américain, une moyenne au bâton de 0.
Ils ont participé à de nombreuses négociations. Ils ont produit de la richesse pour eux-mêmes et à l'occasion pour la famille Trump, du moins potentiellement. Mais ils n'ont pas produit la paix, ni en Ukraine, ni à Gaza, ni entre Israël et l'Iran, ni entre l'Iran et les États-Unis. Il y a donc ici un héritage de discrédit pour l'appareil diplomatique américain, qui va perdurer et rendre bien plus difficile pour les États-Unis d'être pris au sérieux sur la scène internationale. Bien sûr, on nous prend au sérieux en tant que violateurs récidivistes du droit international et en tant que puissance militaire. Permettez-moi d'aborder ce dernier point. Si cette guerre se termine comme je le soupçonne, par la dévastation d'Israël, de lourds dégâts en Iran et des pertes américaines importantes, nous assisterons we will see a loss of prestige. That is, the prestige is the shadow that power. Autrement dit, le prestige est l'ombre que projette le pouvoir, et c'est un élément très important de l'influence sur la scène internationale. Nous verrons une diminution de cela pour l'armée des États-Unis. Même si l'armée américaine réussit, nous constaterons néanmoins, comme je l'ai indiqué plus tôt, une capacité réduite en raison des pénuries de munitions et d'autres armements, ce qui reflète la dégradation de la base militaro-industrielle américaine. Tout cela n'est donc pas bon, et d'une manière ou d'une autre, promet d'accroître le risque de guerre. Je suppose que je devrais ajouter une dernière chose. Les objectifs américains dans cette guerre, pendant longtemps, n'étaient pas clairs. Il y avait toute une liste d'intentions, l'une d'elles étant de stopper le soi-disant programme nucléaire dont les agences de renseignement n'ont jamais confirmé l'existence. En réalité, ils ont été tout à fait certains que ce n'était pas le cas. C'est donc une fiction, comme le programme nucléaire de Saddam Hussein, qui a conduit à l'invasion de l'Irak en 2003. Deuxièmement, il y avait la nécessité de répondre aux manifestations dont le secrétaire au Trésor s'est attribué le mérite d'avoir provoqué l'éclatement par l'effondrement du rial iranien, ce qui a appauvri un grand nombre d'Iraniens et les a poussés dans la rue, où, selon les rapports, 50 000 récepteurs Starlink étaient installés pour coordonner l'escalade des manifestations en émeutes et en violence. Troisièmement, l'Iran a développé une force de dissuasion redoutable sous la forme de son arsenal de missiles, et celle-ci devrait être éliminée. Ainsi, dans ces négociations, nous disons apparemment « Vous devez éliminer vos capacités de défense, ou nous vous bombarderons. » Si vous les éliminez, eh bien, Reafti. Et quatrièmement, l'Iran a participé à ces discussions parce qu'il souhaite un allègement des sanctions, lesquelles ont paralysé l'économie iranienne et conduit aux manifestations et à leurs conséquences. Cela n'a pas été proposé dans ces négociations. Ce qui a été proposé, c'est l'absence de nouvelles sanctions, mais même cela a été factice. Nous nous retrouvons donc dans une situation où une série d'exigences dans les négociations, manifestement conçues pour les faire échouer, n'a en réalité produit rien d'autre qu'une tromperie menant à une attaque surprise. Je ne pense pas que quoi que ce soit de bon puisse en sortir pour qui que ce soit. Je soupçonne qu'Israël regrettera d'avoir poussé Trump à faire cela. Je soupçonne que Trump est dans une impasse politique. Et je pense que les Iraniens subissent une fois de plus les conséquences de la dynamique que je viens de décrire. Oui, merci beaucoup pour cette évaluation. Et Michael, je vais te laisser réagir à cela. Je veux simplement souligner qu'on nous dit qu'Ali Khamenei, le guide suprême, serait apparemment mort. Je veux dire, cette information circule maintenant sur Twitter et dans les médias traditionnels. Permettez-moi d'interrompre. Il a été déclaré mort à au moins 6 reprises par les Israéliens. Je crois que le gouvernement iranien a nié sa mort et affirmé qu'il est toujours aux commandes. Je pense que la question reste ouverte. Quoi qu'il en soit, voici une question.
Si le guide suprême est mort à la suite d'une tentative d'assassinat menée par une attaque militaire, qu'y a-t-il de mal à essayer d'assassiner Donald Trump? Oui, exactement. Je veux dire, pourquoi n'essaierait-il pas de faire ça? Pensez-vous vraiment, ambassadeur Freeman, que cela soit envisageable? Une tentative d'assassinat contre Donald Trump pourrait-elle être tentée maintenant? Eh bien, c'est possible. Bien sûr, il y a eu, selon moi, une fausse affirmation selon laquelle il y aurait déjà une tentative d'assassinat iranienne contre Trump. Mais vous savez, cela nous ramène à la leçon non apprise du 11 septembre. Si vous bombardez des gens, ils vous bombarderont en retour. S'ils n'ont pas de force aérienne, ils transformeront des avions de ligne en missiles de croisière. Ils trouveront un moyen de riposter. La réciprocité est la règle du jeu sur la scène internationale. Donc, si vous n'avez aucun respect pour le droit international, la morale ou la décence, et que vous assassinez vos homologues, vous devez vous attendre à ce qu'ils suivent la loi de la mafia et vous rendent l'appareil. Et bien sûr, jusqu'à présent, c'est exactement ce que faisait Israël. Il s'en est toujours pris à la direction de ses ennemis, le Hamas et le Hezbollah. Mais c'est la première fois que l'ennemi est suffisamment puissant pour tenter de mener une contre-attaque réussie. Michael, que penses-tu que cette situation va produire sur le plan politique et en termes de guerre? Eh bien, je suis content que nous ayons attendu la fin de la journée pour en parler. Vous savez, pour paraphraser une célèbre phrase de Sophocle, il faut attendre le coucher du soleil pour voir à quel point la journée a été splendide. Je n'oserais pas dire qu'il y a quoi que ce soit de splendide à la fin de cette journée. Mais pour ajouter quelques éléments à ce qu'a mentionné l'ambassadeur Freeman, il y a à peine 1 heure, l'Iran a confirmé la mort de 4 membres de la famille de Khamenei, une de ses filles et un petit enfant. Quant à Khamenei lui-même, on ignore toujours où il se trouve. Des membres de sa famille démentent les rumeurs selon lesquelles il aurait été tué. Et tant que je n'aurai pas de confirmation de l'Iran lui-même que Khamenei est mort, je prendrai tout cela, non pas avec un grain de sel, mais avec une mine de sel. Les États-Unis et la direction israélienne ont déjà menti à plusieurs reprises. C'est un mensonge audacieux à proférer, si c'en est un. Nous nous retrouvons donc, dès les premières 24 heures, à naviguer dans une large mesure dans ce qu'on appelle la zone grise. C'est, en fin de compte, ce à quoi nous faisons face ici. Avant d'aborder la question de l'assassinat et du droit international, encore une fois, zone grise. L'Iran a réussi à frapper avec succès plusieurs cibles militaires américaines au Moyen-Orient, notamment à Bahreïn, où une importante station radar a été détruite. Des sites au Qatar, aux Émirats arabes unis, au Koweït et à Dubaï, on voit des images de missiles survolant Dubaï même. Plusieurs cibles ont été touchées. Cela soulève la question de savoir si les États-Unis et Israël n'ont pas eu les yeux plus gros que le ventre. Ou bien, s'agit-il de quelque chose que les États-Unis étaient prêts à accepter comme frappe de représailles, d'où les ordres donnés au personnel militaire d'évacuer ces bases, afin de pouvoir ensuite s'adresser à un public réceptif qui se nourrit de ce genre de récits. Une manière de dire, vous voyez, l'Iran déclare la guerre de façon désordonnée à plusieurs pays. Et nous ne mentionnerons pas les bases, mais nous parlerons du fait que l'Iran a soudainement frappé Bahreïn, le Koweït et les Émirats arabes unis, incitant potentiellement tous ces autres pays à rejoindre le conflit entre les États-Unis et Israël. Des images de Dubaï, du Burj Khalifa presque touché, seront amplifiées dans les médias occidentaux pour illustrer la brutalité et la belliqueuse attitude de ce régime. Voilà donc ce que nous retenons dès le premier jour.
Je pense que l'autre point qu'il faut prendre en compte, c'est que si le soi-disant ordre fondé sur des règles avait encore une quelconque crédibilité jusqu'à aujourd'hui, elle a disparu. Elle a tout simplement disparu. Toi et moi avons eu cette conversation hier, Pascal Lotaz. Et d'une certaine manière, je suis presque content que nous l'ayons eue, parce que nous avons parlé de la Russie et de l'Ukraine hier. Et je pense qu'après aujourd'hui, l'Ukraine va... Eh bien, elle ne sera plus en tête de l'actualité. Mais nous parlions du Premier ministre canadien, Mackey, et de l'importance de l'ordre fondé sur des règles. Et voilà qu'il se range automatiquement derrière les États-Unis aujourd'hui dans leur attaque contre l'Iran, sans aucune approbation du Congrès, à moins que l'on considère la Knesset comme l'approbation parlementaire que Trump recherchait. Ambassadeur Freeman, comment pensez-vous que cela se passe actuellement aux États-Unis? J'ai entendu dire qu'il y avait des manifestations aux États-Unis. Je veux dire, Donald Trump, dans son discours, a même utilisé le mot « guerre ». Il a dit que des victimes surviendraient en temps de guerre. Mais selon la Constitution américaine, le pouvoir de déclarer la guerre, qu'il reconnaît manifestement, devrait revenir au Congrès. Comment cela va-t-il être perçu aux États-Unis? Well, I think this is, in fact, Eh bien, je pense qu'il s'agit en réalité d'une nouvelle extension et de la preuve ultime de l'effondrement de l'ordre constitutionnel aux États-Unis. C'est la fin de la République américaine. Nous avons ici un président qui, sans informer le Congrès avant la toute dernière minute, et encore moins le consulter, sans offrir la moindre explication, ni un ensemble d'objectifs de guerre cohérents ou réalisables, entraîne les États-Unis dans une guerre majeure. Il déploie la moitié de l'armée de l'air américaine à l'autre bout du monde en préparation de cela, envoie 2 des 3 porte-avions opérationnels. Je ne sais pas si le Gerald R. Ford est vraiment opérationnel, puisque personne ne peut y faire quoi que ce soit sans devoir débarquer en Crète. Mais quoi qu'il en soit, il a fait tout cela, et le Congrès est resté inerte. Il a un culte au sein du Congrès qui le soutiendra quoi qu'il fasse. that will support him regardless of what he does. There are historical parallels to be drawn. Il existe des parallèles historiques à établir avec divers moments de l'histoire de la République romaine, et ils ne sont guère encourageants. Le deuxième élément, c'est que tout cela est antidémocratique. Environ 3 quarts du public américain, selon les sondages, s'oppose à cette guerre, ou s'y opposait. On ne sait jamais si les sondages ont une valeur autre qu'éphémère, car lorsque les gens partent en guerre, ils prennent parti et leurs attitudes changent. Mais ici, on constate un manquement au respect des principes fondamentaux de la Constitution, un mépris pour la séparation des pouvoirs, une indifférence totale à l'opinion publique, et comme l'a dit Michael, en somme, la substitution de Benjamin Netanyahou à l'approbation du Congrès américain dans la décision de faire la guerre. Je voudrais faire quelques autres remarques, si vous me le permettez, au sujet de l'intervention de Michael. La première est la suivante. Les membres du Conseil de coopération du Golfe, à l'exception de l'Arabie saoudite, accueillent des forces américaines sur leur territoire. L'Arabie saoudite dispose apparemment d'une présence renforcée de missiles patriotes. Elle possède également des F-35 sur la base aérienne du prince Sultan. Bien qu'elle ait affirmé très clairement ne pas vouloir être impliquée dans cette guerre, cela reste un peu déroutant. Mais les 4 autres des 5 membres du CCG ont des forces américaines stationnées sur leur base. La plus grande est celle d'Al-Udeid, au Qatar, qui a été frappée, tout comme le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn, qui aurait apparemment été touché, semble-t-il, de manière assez dévastatrice. Le quartier général régional du CENTCOM au Koweït a été atteint. Et comme Michael l'a mentionné, nous avons vu des drones frapper Dubaï et l'aéroport là-bas, le plus grand du monde, est fermé.
Tout cela représente donc un dilemme pour les pays du Golfe. Ils ne veulent pas de cette guerre. Ils ont déployé de grands efforts au cours des 2 derniers mois pour tenter de l'éviter. Ils ont travaillé avec la Turquie, qui est tout aussi préoccupée par cette guerre et qui pourrait désormais être contrainte de fournir des technologies et des armes à l'Iran afin de protéger sa souveraineté contre Israël et les États-Unis. Nous ne savons donc pas quelle direction prendront les Arabes du Golfe. Ils étaient en train, au Koweït, de mener un effort progressif, pas très bien réfléchi, pour former une coalition destinée à équilibrer Israël face à l'Iran. Ils ont normalisé leurs relations avec l'Iran là-bas, ils étaient en discussion avec eux. Je pense que le fait que les Saoudiens n'aient pas encore été frappés, à ma connaissance, indique qu'il existe une certaine forme de communication entre Riyad et Téhéran. Quoi qu'il en soit, ils se trouvent face à un dilemme. Ils ne peuvent pas soutenir Israël dans son attaque contre l'Iran, et ils ne peuvent pas non plus facilement prendre le parti de l'Iran. Mais ils ne veulent pas non plus se mettre en désaccord avec les États-Unis, qui cependant ont ignoré leurs intérêts. En réalité, cela a porté atteinte à leurs intérêts en les exposant à des attaques. Et il est tout à fait possible qu'ils trouvent une issue à cette situation, car les attaques visent des Américains sur des bases américaines et non pas eux. Il s'agit de violation de leur souveraineté, tout comme Israël a violé la souveraineté du Qatar lorsqu'il a attaqué les négociateurs du Hamas. Mais ce ne sont pas des attaques contre des Qataris, des Koweïtiens, des Émiratis ou des Bahrainis. Par conséquent, il pourrait bien y voir une bonne raison de prendre leur distance plutôt que de se rapprocher des États-Unis. Cela soulève donc de sérieuses questions quant à savoir si nous assistons à une forme d'érosion fondamentale et définitive de l'influence américaine dans la région. J'ai dit cela hier lors de mon live stream, mais c'est exactement pour cette raison que certains pays choisissent de rester neutres, pour éviter de s'attirer les frappes de l'ennemi de leur allié, n'est-ce pas? Et c'est précisément ce qui se passe en ce moment. Et j'aimerais juste, Michael, je te donne la parole dans une seconde, mais j'aimerais te montrer cet enregistrement très court. Pas tant à cause de ce qui a été touché, de Skredzavosphere, mais à cause de la réaction qu'on entend en arrière-plan. Attends une seconde. Le voilà. Celui-ci. Et je vais aussi activer le son. Je ne sais pas. Une voiture, une voix et une voiture. Donc, si la description ici est correcte, il s'agirait d'une station radar au Qatar, des forces américaines au Qatar. Et on peut entendre que les personnes qui filmaient sur place semblaient en réalité se réjouir de la frappe, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Michael, penses-tu toi aussi que cela va, disons, mettre fin à la relation que les États-Unis entretiennent avec les États du Golfe? Je veux dire au fond, ce qu'il faut surtout comprendre à propos des États arabes, c'est que leurs gouvernements sont en grande partie vassalisés au sein de l'ordre hégémonique américano-israélien. Les peuples, eux, ne le sont pas, et ils le savent, et ils le détestent. Les gouvernements comprennent aussi qu'à notre époque, 2 ans après le pire génocide d'État contre un peuple depuis la Shoah, Israël est devenu toxique. Israël est un pays toxique dont il est extrêmement coûteux d'entretenir des relations chaleureuses et amicales, surtout lorsqu'on est un pays musulman du Moyen-Orient. Les gouvernements peuvent dissimuler cela à travers divers accords et politesses diplomatiques. Mais l'ambassadeur a dit quelque chose de très important ici à propos de l'Arabie saoudite. La dernière fois que j'ai vérifié, je ne savais pas s'il se rangeait officiellement du côté des États-Unis ou s'il préférait rester en dehors de cette idée de neutralité. Ce que nous avons observé au cours de l'année écoulée, à prendre comme on veut, c'est que l'Iran est devenu membre des BRICS,
le grand partenariat économique. Les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Arabie saoudite aussi, bien que cette dernière n'ait pas encore formellement approuvé son adhésion. Mais ce que l'on peut en déduire, c'est le réchauffement des relations entre Téhéran et Riyad au cours des dernières années. Les deux pays ont rétabli leurs relations diplomatiques et cela a été rendu possible par les Chinois. C'est la politique étrangère chinoise qui a rapproché ces deux pays. Et à cet égard, c'est une alerte rouge pour Israël. Israël est tristement célèbre pour saboter les accords négociés lorsque les choses semblent aller dans la bonne direction, vers une médiation ou la résolution d'un conflit potentiellement prolongé. Si cela ne correspond pas aux intérêts d'Israël, intérêts sécuritaires, intérêts économiques, Benjamin Netanyahou est presque toujours la principale source de blocage. Nous devons donc comprendre que le dialogue entre les États-Unis et l'Iran, certains diront qu'il ne s'agissait guère plus que d'un jeu rhétorique destiné à préparer une intervention militaire. Cela pourrait très bien être vrai. Hier, lorsque nous parlions du 4e anniversaire de la guerre en Ukraine, je me suis souvenu que le jour où l'attaque a été lancée, il y a 4 ans, Vladimir Poutine avait qualifié les États-Unis d'empire du mensonge. En ce sens, ils font semblant qu'il est nécessaire de discuter de quelque chose. Mais en attendant, ils se préparent à passer à l'action. C'est une stratégie de temporisation, de diversion. Puis vous savez, ils disent ensuite à l'Ukraine « Oublie Minsk, nous te donnerons les armes, les munitions, le feu vert. Va et reprends le Donbass, comme Aliyev a repris le Haut-Karabakh, ou comme Tudjman a repris la Krajina dans l'ex-Yougoslavie. » Mais les discussions ont été fructueuses, du moins en ce qui concerne les États du Golfe, et cela préoccupait fortement Israël. Cela rappelle également une tentative antérieure de trouver une solution négociée aux ambitions de l'Iran en matière d'énergie nucléaire. Vous vous souvenez peut-être du plan d'action global commun, largement soutenu par Barack Obama dans les dernières années de son mandat. Il produisait les résultats que tout le monde espérait. Les inspecteurs des Nations Unies se rendaient en Iran, ils avaient un accès illimité à tous les sites, et ils revenaient avec des nouvelles très positives, indiquant que l'Iran coopérait. L'un des grands acquis du JCPOA, même si je sais qu'il est désormais au point mort, était que la poursuite de la coopération entraînerait la levée des sanctions et la libération des avoirs gelés à travers le monde. C'est donc ce que nous appellerions des sanctions positives, n'est-ce pas? C'est plus la carotte que le bâton. Et cela a constitué une incitation majeure pour l'Iran à coopérer, car cela lui donnait accès à des comptes bancaires étrangers, gelés, auxquels il n'avait pas pu toucher depuis 1969, mais qui avaient continué à générer des intérêts depuis. On peut facilement imaginer l'énorme somme d'argent que cela représentait. Et Netanyahou a de nouveau déclaré que c'était inacceptable. Nous donnions en réalité de l'argent à un État terroriste qui voulait rayer Israël de la carte. Lorsque Trump s'est présenté à la présidence pour la première fois, il a pleinement soutenu cette position et a affirmé que, s'il était élu, il se retirerait absolument du JCPOA, ce qu'il a effectivement fait. Et puis, avec la guerre de 12 jours qui a suivi l'été dernier entre Israël et l'Iran, je veux dire, cela a selon moi sonné le glas de ce qu'il restait de la démarche négociée de l'Iran pour parvenir à un accord sur sa politique d'énergie nucléaire. Donc, d'une certaine manière, la résolution des conflits, du moins en théorie, cherche à éviter le déclenchement effectif d'un conflit. Mais l'un des principaux obstacles est toujours un élément extrémiste, un jusqu'au-boutiste. Comme je le dis dans mon cours sur la résolution des conflits, la personne la plus folle dans la pièce définit la réalité. Et Benjamin Netanyahou a été un excellent fou pendant des années, torpillant toute tentative de trouver un certain degré d'accord ou de coopération avec de nombreux États musulmans.
Ambassadeur Freeman, souhaitez-vous répondre à cela? Several comments. First, Plusieurs remarques. D'abord, je pense qu'il faut être clair sur les objectifs d'Israël puisque les États-Unis n'ont pas d'ensemble cohérent d'objectifs. Nous avons une liste disparate, comme je l'ai mentionné, et nous y revenons périodiquement. Ce qui est prioritaire dépend du moment de la journée. Mais Israël, lui, est très clair. Il veut éliminer l'Iran comme concurrent, comme source de menaces en Asie occidentale. Par conséquent, son objectif est la destruction de l'Iran. Il pourrait très bien reprendre la formule de Caton en disant « Carthage doit être éliminé ». Et je pense que c'est leur objectif fondamental et qu'il ne dévient pas de sa poursuite. Ils savent ce qu'ils veulent. Trump, lui, n'a aucune idée de ce qu'il veut, si ce n'est la gloire et l'approbation du lobby sioniste. Permettez-moi de faire encore quelques remarques mineures. Premièrement, l'utilisation de la diplomatie comme moyen de tromperie était également évidente dans le cas du Venezuela, où des négociations se poursuivaient avec Nicolás Maduro jusqu'au moment même où il a été enlevé lors de l'assaut criminel contre Caracas. Deuxièmement, un commentaire sur l'ordre fondé sur des règles. C'est un concept remarquable, l'un des piliers de la civilisation occidentale, une grande réussite. Il a probablement fallu 3 siècles pour que nous élaborions un système reposant sur l'acceptation consensuelle des règles internationales de droit. Et nous l'avons fait, et ce fut une grande réussite américaine juste après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, sous l'administration Biden, l'ordre fondé sur des règles a été redéfini pour signifier des règles que nous établissons, dont nous nous exemptons, mais que nous exigeons des autres qu'ils respectent. Et lorsque nous étions d'humeur généreuse, nous incluions le G7 dans le rôle d'élaboration des règles. Mais en général, c'était unilatéral. Et je pense que cet ordre a complètement disparu avec l'arrivée de l'administration Trump. En fait, pendant cette première administration, je me souviens d'un article dans Foreign Affairs qui niait l'existence même d'une communauté internationale. Il n'y avait pas de communauté internationale. Et nous avons affirmé le droit d'agir unilatéralement, et c'est ce que nous continuons à faire. Aujourd'hui, je pense que l'expression « la loi de la jungle » est parfois utilisée comme analogie, mais même la jungle a ses règles. Je ne suis pas sûr qu'il existe encore une règle applicable aujourd'hui. Donc je reviens à ma thèse. La démocratie constitutionnelle que nous avons créée il y a 250 ans, enfin, en réalité 234, je crois, mais bref, cette époque lointaine est révolue. Que cela puisse être ressuscité ou non reste une question ouverte. Je ne pense pas que les chances soient bonnes. Mais tout aussi important, le chaos intérieur, le chaos politique et le mépris de la loi ont désormais été exportés vers l'ordre mondial. Nous traversons une période de désordre mondial en transition vers quelque chose que nous ne savons pas encore vraiment comment décrire. Mais il est clair qu'une possibilité majeure est que nous nous discréditions et nous isolions à ce point, avec des idées et des mesures protectionnistes, ainsi qu'un abus de notre puissance. Par exemple, en affaiblissant le dollar, en l'utilisant comme une arme contre d'autres pays, que nous nous excluions complètement de la compagnie respectable du reste du monde, au point de nous retrouver dans un monde où nous serions entièrement seuls. Tout le monde participe à la mondialisation. L'ordre universel de l'ONU que nous avons créé après la Seconde Guerre mondiale sera remplacé par une série d'ordres régionaux qui peuvent ou non refléter une hégémonie locale. Et nous transformons le monde d'une manière que nous ne comprenons tout simplement pas. Je pense donc qu'il y a bien plus en jeu dans cette attaque contre l'Iran que beaucoup de gens ne le réalisent. C'est vraiment, comme l'a dit un jour le chancelier Scholz, un changement d'époque en cours. Et nous sommes en plein dedans.
Et bien sûr, nous ne le comprenons pas. C'est triste à dire, mais ce sont généralement les guerres qui marquent les changements d'époque. Et il semble bien que celle-ci entraînera un bouleversement aussi important que celui que nous avons connu il y a 4 ans, presque jour pour jour, avec la Russie. Pour ne citer qu'un exemple, on voit déjà émerger des récits différents. Par exemple, Kamala Harris a déclaré aujourd'hui qu'elle s'opposerait à cette guerre contre l'Iran. Je dois dire que je ne la crois pas. J'ai l'impression que peu importe qui dirige le gouvernement américain, il semble que, quel que soit le président élu, c'est la politique d'Israël qui finit par être suivie. On voit aussi les Européens se rassembler en ce moment. Où est-ce que c'est? Oui, j'entends Ursula von der Leyen dire « Face à la situation actuelle en Iran, je suis convaincu. Je vais convoquer un conseil de sécurité spécial de l'UE pour la sécurité et la stabilité régionale. Il est d'une importance capitale qu'il n'y ait pas d'escalade supplémentaire à travers les attaques injustifiées de l'Iran contre des partenaires de la région. » Bien sûr. Oui, je veux dire c'est risible, non? C'est complètement risible. Et on voit maintenant le ralliement autour du drapeau des satellites, n'est-ce pas? Ils se rassemblent réellement. Ils ne savaient pas trop comment réagir au début, mais maintenant, cela semble clair. Peut-être que je vais d'abord donner la parole à Michael, puis revenir à l'ambassadeur Freeman. Eh bien, je veux dire, je dors un peu mieux la nuit, en sachant que Kamala Harris a pris une position aussi ferme sur cette guerre en Iran. Vous savez, je pense que les responsables américains, comme vous l'avez très bien souligné, peuvent dire ce qu'ils pensent tant qu'ils ne sont pas élus ou ne sont pas présidents. Mais une fois élus, on leur remet en quelque sorte le manuel du conducteur sur ce qui se fait réellement. Je me souviens par exemple que lorsque Barack Obama se présentait à la présidence, il avait promis de fermer Guantanamo Bay au cours de la première semaine de son mandat. Eh bien, cela n'est évidemment pas arrivé. En ce qui concerne l'Europe, je veux dire, écoute Pascal, toi et moi avons eu cette conversation plusieurs fois à propos de nos bons amis Kaya, Ursula, Paul Staub, Macron et d'autres. L'Europe est un patchwork de vassaux américains. C'est tout. L'Europe est sans importance à ce stade du jeu. Et je suis vraiment désolé de le dire. Je le dis sans aucune joie. Mais, vous savez, la déclaration d'Ursula est aussi fade et prévisible que possible. Et c'est précisément pour cela qu'elle occupe le poste qu'elle occupe. C'est absolument injustifié et non provoqué. L'ambassadeur d'Iran aux Affaires étrangères a été interviewé, je ne me souviens plus sur quel média, et l'une des questions était « Comment l'Iran peut-il justifier d'avoir attaqué ses bases militaires au Moyen-Orient ?» Et enfin, c'était presque comme si on disait « C'est vous qui nous avez attaqués ». Mais ce malentendu, la manière dont la question a été posée, n'était pas, je pense, d'une stupidité incroyable. Je crois qu'il reflète en réalité la façon dont l'Occident perçoit des pays comme l'Iran. Et l'Iran a été désigné comme l'ennemi public numéro 1 au Moyen-Orient depuis la révolution iranienne. Mais à ce stade, c'est tellement risible. Ambassadeur Freeman, je veux dire, combien de personnes pensez-vous, même en Occident, vont encore avaler ça après avoir vu que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran? Combien de personnes vont dire « Oh oui, en fait, c'est maintenant la preuve, puisqu'ils ripostent, qu'ils ont toujours représenté une menace ». Non, bien sûr, la majorité acceptera cela. Nous sommes tous conditionnés. Et ici, je rends un grand hommage au ministère des Affaires stratégiques en Israël, car il a très efficacement utilisé le contrôle et l'influence sioniste sur la presse occidentale qui domine l'appareil médiatique mondial et imprègne divers récits, ceux que nous entendons chaque jour de Benjamin Netanyahou et maintenant du président Trump. Alors l'Iran, vous savez, il y a apparemment quelque chose qui circule sur Internet que j'adore.
qui montre une stèle cunéiforme datant de 3000 AV censé affirmer que l'Iran est à seulement 2 ou 3 jours de construire une bombe. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas inventer ça, enfin si, on peut l'inventer, mais nous sommes une parodie de nous-mêmes. Et donc oui, on peut dire tout ce qu'on veut, et on trouvera toujours des gens pour y croire. Nous vivons à une époque où tout semble plausible et rien n'est vrai. Oui. Est-ce que cela a encore du sens? Juste une question, Michael. De penser nos pays comme des entités séparées. Tu sais, comme la France, l'Allemagne, les États-Unis et Israël, considérés comme des entités distinctes dans la théorie des relations internationales, agissant selon leurs intérêts. À ce stade, on a plutôt l'impression que tout cela forme une seule grande tarte d'élite, des bureaucrates d'élite, qui constituent une sorte de collectif ultra-violent envers l'extérieur. C'est une violence coloniale et qui réutilise désormais même le langage colonial pour parler de son projet de civiliser le reste du monde. Je veux dire, cette théorie des RI, selon laquelle les États-nations sont les acteurs, le réalisme, a-t-elle encore un sens comme approche? On peut appeler cela un esprit de ruche. On peut appeler cela une pensée de groupe. Si l'on relie cela à la théorie des relations internationales, je dirais que c'est le talon d'Achille du libéralisme, avec un L majuscule. C'est parce que le libéralisme repose sur une idéologie dont l'ordre fondé sur des règles fait partie intégrante. Le libéralisme adhère, à mon avis, à des philosophies et des principes moraux plutôt optimistes et louables. La conviction qu'il existe un ensemble de droits humains universels qui doivent être protégés et que les États ont la responsabilité morale de protéger leurs propres citoyens comme moyen de justifier leur souveraineté. Tout cela a été intégré dans la Charte des Nations Unies. Et je ne suis pas ici pour critiquer cela. Mais ce qui finit, malheureusement, par se produire, c'est que les États libéraux, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Australie, l'Allemagne et d'autres, en viennent à croire qu'ils possèdent ce droit moral, cette croisade morale, d'intervenir dans les États qu'ils considèrent comme des ennemis de ces valeurs universelles. Et bien souvent, ces États incarnent des idéologies différentes. Ainsi qu'il s'agisse, par exemple, de la théologie islamique en Iran. Et, s'il vous plaît, ne dédouanons pas le régime iranien ici. Nous ne parlons pas d'un gouvernement merveilleux et harmonieux, d'accord? Mais le critiquer ne signifie pas nécessairement que nous ayons le droit de le renverser. Cuba, étant communiste, représente dans l'esprit des États-Unis, non seulement pour cette raison, mais aussi parce qu'elle se trouve à seulement 90 miles des côtes de la Floride. Une atteinte absolue à la sécurité américaine, ainsi qu'à la conception selon laquelle elle viole la doctrine Monroe. La Russie, la Chine, la Corée du Nord, vous savez, vous les citez. Fait intéressant, il ne s'agit plus vraiment de libéralisme, mais plutôt de démocratie. Une petite modification merveilleuse que j'évoque toujours, le constructivisme. Le constructivisme est une manière remarquable d'expliquer comment un État perçoit un autre État, et comment cette perception, fondée sur un récit, des politiques étrangères enracinées et dépendantes du chemin emprunté, ou simplement sur l'idée que, si vous êtes à la tête de l'un de ces pays, vous devez marcher au pas avec vos alliés, se forme. Et à cet égard, on voit ce pays comme un violateur particulier du droit international humanitaire. Bien sûr, tout cela devient évident lorsque l'Europe condamne une fois de plus les actions de l'Iran ou de la Russie. Mais fermer les yeux et les oreilles sur l'enlèvement d'un chef d'État au Venezuela, sur le blocus total de Cuba par les États-Unis et sur tout ce que fait Israël, eh bien, c'est le schéma habituel. En fait, dans certains cas, la critique de l'État d'Israël au sein de ces pays par de simples manifestants civils est perçue comme une menace plus grave pour la sécurité intérieure
que ce qu'a réellement fait l'État israélien. Et regardez, ce n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas un discours d'extrême droite farfelu. Cela a été minutieusement documenté par John Mearsheimer et Stephen Walt dans leur livre The Israel Lobby, qui a suscité beaucoup de controverses à sa parution. Mais aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Israël a fait son travail, en s'assurant de rallier autant de responsables politiques que possible à ses actions au Moyen-Orient. C'est un livre très ennuyeux, dans lequel chaque phrase a une note de bas de page. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a... Pascal, ta question est bonne. Je crois que c'est mon arrière-grand-père, Robert Ezra Park, qui était un sociologue fondateur, et qui affirmait qu'il existe des communautés définies par des réseaux de communication, ou, dans son cas, il parlait des journaux, qu'un journal était le signe d'une communauté. Bien sûr, c'était avant qu'ils ne deviennent des entreprises oligopolistiques. Mais l'Occident est une communauté. Nous communiquons les uns avec les autres. Nous partageons certaines valeurs communes que nous affirmons. Et nous sommes des hypocrites supérieurs. Nous suivons des doubles standards avec un grand laisser-aller. J'ai lu un éditorial de Haaretz ce matin, ou cet après-midi, je crois, et je ne me souviens plus de la citation exacte, mais c'était assez remarquable. Il disait à propos de l'Iran que nous ne pouvons pas traiter avec, et qu'il n'y a aucune raison de négocier avec, un pays qui possède des armes nucléaires, opprime son peuple, assassine et fait assassiner des gens, et montre par ailleurs un mépris du droit international. Et j'ai pensé, quelle merveilleuse description d'Israël. Oui. Puis-je intervenir? Je voulais juste mentionner, désolé Pascal, mais je voulais aborder quelque chose en lien avec ta question sur, tu sais, combien de personnes croient réellement à tout ça? L'ambassadeur était un peu plus pessimiste que moi. Je suis un peu plus optimiste quant au nombre de personnes qui croient vraiment à la rhétorique de ces soi-disant responsables politiques, qu'ils soient à Washington, Londres, Paris, Bruxelles, Berlin, Tel Aviv ou ailleurs. Les générations plus âgées, probablement, oui. Et cela peut être parce qu'ils restent attachés aux médias traditionnels, qui ne font en réalité que relayer le récit approuvé par l'État. Les jeunes générations, en revanche, et ici, quand je dis jeunes, je parle principalement des personnes de 40 ans et moins, ont largement abandonné cela. Ils ont coupé le câble. Ils ne s'abonnent pas au New York Times ou au Washington Post, ni ne regardent CNN ou MSNBC. Ils ne font pas ça. Ils obtiennent la plupart de leurs informations, de leur contenu médiatique, via les réseaux sociaux, Telegram, Instagram, TikTok, YouTube, Substack, les podcasts, etc. Et donc, quand les dirigeants politiques affirment une chose et que les générations plus âgées se contentent de dire « D'accord, il faut marcher au pas », les jeunes générations savent que c'est parmi les pires mensonges qui circulent. Je veux dire, c'est simplement ce que c'est. Ce sont des mensonges absolus. Maintenant, je pense que ce qui est triste, c'est que nous savons qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Mais nous ne pourrons rien y faire, à moins de nous organiser d'une manière ou d'une autre, de sensibiliser, de tenir des rassemblements. Ce qui peut expliquer pourquoi, quand TikTok devient trop gênant pour le ministère de la Vérité, il faut simplement le racheter. CBS racheté, même CNN racheté. Il va être racheté par l'équivalent, en gros, de la rédaction de la Pravda en 1988. 1988, je vous le rappelle, d'accord? C'est donc une véritable décomposition bureaucratique. Oui, c'est encore pire. Je veux dire, TikTok est en train d'être pratiquement forcé d'être vendu aux Israéliens. On ne peut pas le dire autrement. C'est comme si on voyait l'Empire essayer d'étouffer tout ce qui pourrait changer ce dont vous parliez, ambassadeur Freeman. La manière dont nous abordons ces sujets. L'autre phénomène, bien sûr,
c'est Caroline Leavitt et son entourage. Ces gens ressemblent à s'y méprendre à des apparatchiks soviétiques. Vous savez, par leur déformation torturée des faits et de la logique, et cela sans la moindre honte. Je pense que l'absence totale de honte dans une grande partie de tout cela en est la caractéristique la plus marquante. Quoi qu'il en soit, je crois que nous étions partis sur le sujet de l'Iran, et nous voilà maintenant à parler des péchés de la civilisation occidentale et de sa période de décrépitude. Je pense que l'histoire de l'Iran ne fait que commencer, comme Michael l'a dit. Nous devons attendre que le soleil se lève demain pour voir ce que tout cela signifie. Certaines choses sont déjà évidentes, mais nous allons en entendre beaucoup plus. Nous allons en apprendre beaucoup plus. Et ce ne sera probablement pas une très bonne nouvelle pour qui que ce soit. Peut-être une dernière question. L'une des raisons pour lesquelles les optimistes affirment que la guerre avec l'Iran ne commencera pas, et j'ai longtemps été de cet avis, est que les États-Unis ne disposent pas de suffisamment de capacités de missiles dans la région. Une prévision indiquait que les États-Unis et Israël ne pourraient maintenir une campagne de bombardement que pendant environ 2 semaines. Le croyez-vous aussi? Peut-être l'ambassadeur Freeman d'abord, puis Mike. Bien sûr, bien sûr. Oui, non. Je pense que c'est tout à fait exact. Et il y a un autre facteur dont on ne parle jamais vraiment, à savoir, eh bien, vous savez, j'étais ambassadeur en Arabie Saoudite pendant la guerre du Golfe pour libérer le Koweït. Nous avons retiré tout le 7e corps d'Europe et l'avons renvoyé chez lui via l'Arabie Saoudite. Nous avions une armée, une force terrestre, bien plus importante que celle que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons pas la capacité d'envoyer une force terrestre en Iran, et j'en rends grâce à Dieu, car ce serait une grave erreur. Mais ce dont nous parlons ici, c'est d'une attaque qui va presque certainement échouer, car la puissance aérienne, en tant qu'instrument de changement de régime, n'a jamais connu de succès nulle part. Nous avons essayé de faire cela en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et nous n'avons pas réussi. Je n'ai vu aucun exemple de réussite depuis. J'en reviens donc à la théorie selon laquelle ce que nous faisons est en réalité contre-productif, dans le sens où nous apprenons à l'Iran qu'il doit suivre l'exemple de la Corée du Nord en réponse à la pression maximale, qu'il doit développer la capacité de frapper les États-Unis avec des armes nucléaires. Ainsi, l'affirmation de Donald Trump selon laquelle cela est imminent est absurde, mais ses actions la rendent probable. Nous augmentons le nombre de menaces dans le monde contre nous sans aucun avantage particulier. Aucun, à ce que je peux en juger. Et si l'ayatollah Khomeini est mort, je veux dire, c'est bien lui qui avait émis une fatwa contre les armes nucléaires, non? Je veux dire, il suffit d'éliminer tous les obstacles sur le chemin. Bien sûr. C'est bien entendu l'une des grandes ironies. Il a été le bouchon dans la bouteille en Iran sur cette question du nucléaire. Si nous le retirons, il est très probable que nous obtenions quelqu'un de plus sensible à l'opinion publique iranienne, qui favorise largement une dissuasion nucléaire pour des raisons tout à fait rationnelles. Nous avons donné à l'Iran toutes les raisons imaginables de vouloir une dissuasion nucléaire, et le fait qu'il n'en ait pas encore construite témoigne des effets parfois négligés de la théologie et de la foi religieuse. Michael, as-tu quelque chose à ajouter à ce sujet? Oui, je veux dire, nous sommes à la fin du premier jour. Voyons ce qui se passera quand le soleil se lèvera. Je suppose que la seule chose sur laquelle nous pouvons au moins nous appuyer, c'est, vous savez, essayer de comprendre le processus de pensée de notre roi fou, Donald Ye. Je pense que s'il n'y a qu'une seule chose logique à comprendre à son sujet, c'est qu'il ne fonctionne pas selon la logique. Il ne suit aucune stratégie à long terme. Que ce soit le Venezuela, Cuba, l'Ukraine ou maintenant l'Iran, il pourrait s'ennuyer et changer de tactique pour la Chine à un moment donné.
il va s'en prendre à la Suisse. La Suisse, Pascal Letaz, s'il vous plaît. Switzerland, Pascal, please. No, Celle-là est facile. Coupez-nous du dollar américain et nous sommes morts. Nous mourrons, les 9 millions d'entre nous. Oui, d'accord. Yeah, agreed. There's something like that, right? He kind of Ouais. Il donne un peu l'impression, tu sais, de ce personnage du Joker joué par Heath Ledger. Celui qui dit « Je fais juste des choses ». C'est comme un chien qui court après une voiture. Il ne saurait pas quoi faire s'il l'attrapait. Et je pense qu'il peut être influencé dans un sens ou dans l'autre, juste pour agiter le chien, détourner l'attention. Quelqu'un a même dit « C'est quoi ça, l'opération Liberté épique ?» En réalité, c'est plutôt l'opération Epstein, colère ou fureur Epstein, ou peu importe. Donc à cet égard, je pense que la chose essentielle à comprendre à propos de Trump, c'est qu'il agit de manière très désordonnée et que son cercle rapproché est au mieux composé d'opportunistes incroyablement belliqueux comme Marco Rubio et J.D. Vance, et au pire, peuplé de courtisans serviles comme Pete Hegseth et Stephen Miller. Mais devine quoi? Ce sont les personnes insensées qui déterminent aujourd'hui la réalité. Ambassadeur Freeman, le tout dernier mot vous revient, puis nous conclurons. Je n'ai rien à ajouter à cela. Je pense que nous devons faire appel à un psychologue pour décrire la mégalomanie, le narcissisme et la sociopathie. C'est ce que je veux dire. Donald Trump est un sociopathe. Faites simplement une recherche sur une IA pour la définition de sociopathe et vous trouverez le portrait de cet homme. Et donc, ce n'est pas encourageant. Et il s'est mis et nous a mis dans une sacrée impasse dont il n'y a, je crois, aucune issue. Je veux dire, il y a peut-être un Houdini quelque part, mais je ne sais pas où il est pour nous sortir de la boîte dans laquelle nous nous trouvons. Alors, Pascal, merci d'avoir organisé cette session. Je pense que Michael a raison, c'est le commencement, et non pas le commencement de la fin, ni même la fin du commencement. Le commencement du commencement. Le commencement du commencement, exactement. Beginning of the beginning. Beginning of the beginning, exactly. Tu sais, si quelque chose de positif ressort de tout ça, c'est peut-être que c'est le début de la fin de la guerre en Ukraine. Parce que nous avons déjà la suivante, malheureusement. Seule la guerre met fin à la guerre. Hélas, c'est insensé. Pauvres Ukrainiens, je les plains tellement. Les plus grandes victimes, le million de personnes environ qui sont mortes, y compris les Russes et d'autres. Mes amis, merci beaucoup pour toutes vos réflexions. C'est très apprécié. Cela aide à y voir plus clair. À tous ceux qui sont en ligne, si vous souhaitez soutenir ce que nous faisons, rendez-vous sur Substack. J'en ai un ici, Pascal Substack. Vous y trouverez également de nombreuses mises à jour et nous pourrons rester en contact lorsque des événements se produiront. Et à tous, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci. Thank you all. Thank you.